Bienvenue dans ce nouveau numéro de Station Europe. Bruxelles veut des bâtiments plus verts. Quand on dit Bruxelles, c'est autant l'Europe que la région. Bientôt, toutes les habitations vont devoir répondre à des performances très strictes en matière d'isolation. On en parle avec Martin Rosenfeld d'Inter-Environnement Bruxelles et avec Marc Botenga, député européen. Voici Station Europe. On se retrouve sur le plateau du Parlement européen à Bruxelles. Et tout d'abord, je vous présente Marc Botenga. Merci d'être avec nous. Vous êtes député européen, membre du PTB. Et avec nous également, Martin Rosenfeld. Vous êtes chargé d'études à Inter-Environnement Bruxelles. Alors, l'Europe veut des bâtiments verts. Elle veut décarboner les habitations. Et ça va aller très vite. D'ici quelques années, tous les logements vont devoir respecter des normes en termes de performance énergétique, des normes très strictes. Vous applaudissez sans réserve ? Alors, on applaudit quand même l'initiative parce que, en fait, il y a une urgence à intervenir en termes climatiques et que la Belgique, contrairement à ce qu'on peut imaginer, n'est pas spécialement bon élève en fait dans ce domaine. Et donc, il y a un moment des impulsions qui viennent de l'Europe et puis que ces impulsions soient ensuite translatées dans des règlements en Belgique et à Bruxelles, c'est plutôt une bonne chose. Par contre, on est très attentif à la façon dont ces règles vont être mises en place et très vigilant en fait que ce ne soit pas le citoyen au final, qui paye la plus grosse partie de ces nouvelles mesures. La manière dont ces règles vont être imposées aux citoyens, aux petits propriétaires, aux locataires également. Évidemment, donc voilà, on parle ici d'une situation où il faut rénover une grosse partie du bâti bruxellois, qui est un bâti ancien, qui n'est pas du tout dans les normes actuelles. Et donc, c'est une facture extrêmement chère. C'est une facture aussi qui concerne dans une bonne partie des logements privés. Et donc, c'est difficile d'imposer ça à tout le monde. Mais surtout, notre grosse inquiétude, elle va auprès des locataires bruxellois. Il faut savoir qu'à Bruxelles, 60% des personnes sont locataires. Et donc, si on débloque des moyens, s'il y a des investissements publics pour permettre ces rénovations, il faut absolument veiller à ce que ces investissements ne se répercutent pas sur les loyers. Et donc, on demande un encadrement fort des loyers pour protéger les locataires bruxellois. Alors, Marc Botenga, vous allez nous expliquer un petit peu ce qu'il y a dans ce plan européen de décarbonation des bâtiments. Un plan qui vient de la Commission européenne, qui a été aussi approuvé et renchéri par le Parlement européen, qui va encore plus loin. Ce plan a été approuvé ici au Parlement européen par 343 voix pour, 216 contre, 78 abstentions. Vous avez voté quoi ? Moi, j'ai soutenu la proposition du Parlement, parce que je pense que ce qui est important dans ce texte, c'est l'ambition. C'est de montrer qu'on veut effectivement rendre les bâtiments moins énergivores. De dire, voilà, les gens ont droit à un bâtiment, un logement qui ne soit pas une passoire énergétique. Je pense que ça, c'est important. Et ce qui est important, deuxièmement, c'est de pouvoir dire, non, mais ce ne seront pas les travailleurs, ce ne seront pas les gens qui devront payer ces rénovations. Et donc, la directive européenne, on s'est battu pour, dans la version approuvée par le Parlement, dit clairement qu'on doit soutenir, on peut soutenir et que les États peuvent choisir, ou les régions peuvent choisir d'avoir des rénovations 100% financées par le public ou par des prêts à 0 €, etc. Donc, c'est très important d'avoir ça. Donc, d'une part, on doit avoir l'ambition et d'autre part, ça doit être clair que ça ne doit pas être aux gens de payer, que ce soit à travers des primes qui ne financent pas toute la rénovation ou que ce soit à travers des prêts ou une hausse des loyers. Donc l'Union européenne a prévu 150 milliards. Ça va suffire, ça ? Non, je pense qu'il faut augmenter les rentrées, justement. Il faudra que les États fassent aussi leur part. D'ailleurs, on a des bons exemples. Je veux dire, l'Allemagne est un exemple où, en 10 ans de temps, ils ont, je pense, rénové environ 6 millions de logements. Si je me trompe, entre 4 et 6 millions, je ne me rappelle plus exactement, mais c'est une quantité énorme, parce que si on prend 4 millions de logements, si on dit, voilà, l'Allemagne, en 10 ans, a rénové 4 millions de logements, c'est pratiquement le parc immobilier belge. Et comment est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont une banque publique. Et cette banque publique, en fait, va financer directement les rénovations. Donc, il y a une action du public claire qui dit on a besoin de cette rénovation.
on va voir quels sont les travaux qui doivent être faits et ces travaux seront payés directement par cette banque auprès des constructeurs. Et donc ça, c'est une façon d'éviter justement que ce soit les gens qui payent. Mais alors, vous entendez ce que dit Martin Rosenfeld, même si on paye ces rénovations, si c'est l'État ou l'Europe qui paye ces rénovations, ça risque de déboucher sur une flambée des prix au niveau des loyers. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Moi, je suis entièrement d'accord. C'est d'ailleurs un des problèmes avec les plans actuels à Bruxelles. Parce que si on fait passer, ça peut être alors un propriétaire de bonne foi qui dit « je veux rénover, mais où est-ce que je vais trouver l'argent ?» Parce que vous savez que le système des primes actuellement ne couvre pas tout. Et donc ça, même un propriétaire, disons, de bonne foi qui veut rénover, qui dit ouais, « je vais devoir répercuter ça », ou quelqu'un qui veut en profiter pour dire « voilà, comme ça je vais pouvoir trouver des locataires qui savent payer un peu plus, 100 € de plus, 200 € de plus par mois ». Donc effectivement, l'encadrement, le blocage des loyers est fondamental là-dedans. Mais ce qui est aussi important, c'est de regarder les exemples d'autres pays, d'autres régions où ils ont investi, par exemple comme à Vienne, où ils ont investi dans un parc immobilier public qui permet de réduire les loyers. Et donc ça, c'est une philosophie qu'à Bruxelles et en Wallonie, en Belgique en général, on n'a plus. Je veux dire, construire du logement public, c'est l'exception. Je veux dire, on nous fait des promesses avant les élections et après, on voit bien que limite, ça diminue. Le nombre de logements publics. Donc, on a besoin de cette vision de dire, oui, évidemment, maintenant, bloquons, encadrons les loyers, ça c'est une chose. Finançons publiquement et par une banque publique, pourquoi pas, prenons ça en main, cette vague de rénovation, parce que sinon, on risque effectivement que ça soit, mais alors c'est la responsabilité des gouvernements régionaux, nationaux, que ça soit répercuté sur les citoyens. Et finalement, essayons de voir, investissons dans le logement public, investissons dans un vaste plan. Encore une fois, ça demande de l'ambition et des fonds. Et est-ce qu'on est prêt? Est-ce que nos décideurs politiques ici et les partis traditionnels, malheureusement, ne l'ont pas fait? On le voit en Wallonie, on le voit à Bruxelles. Le logement public, vous pouvez toujours, et vous voyez la flambée des prix des loyers à Bruxelles, ça ne date pas de maintenant. C'est un problème structurel, on se bat dessus depuis des années, donc je suis entièrement d'accord sur cette partie-là. Plus de logements publics, Martin Oui, Rosenfeld. tout à fait. On peut qu'abonder dans ce sens et surtout plus de logements sociaux. C'est vraiment là qu'il y a la priorité. Le logement social, il est extraordinaire dans sa philosophie parce qu'il permet en fait que le loyer soit calculé sur base des revenus des personnes. Donc c'est vraiment ce qui est le plus juste pour les personnes qui ont le moins de revenus. Surtout, c'est un outil public très important pour pouvoir maîtriser l'augmentation des prix sur le marché dans son ensemble. À Bruxelles, on n'a que 7% de logements sociaux. C'est extrêmement faible. Et donc il est vraiment urgent de pouvoir investir dans ceci. Et il est urgent aussi que ces mesures d'encadrement des loyers soient mises en place. En fait, ça devrait même déjà être fait aujourd'hui, c'est-à-dire avant que ces investissements massifs dans le bâti ne prennent place, pour être sûr de pouvoir bloquer les loyers dans leur valeur actuelle et limiter ces possibilités d'augmentation dans le futur. Sinon, quelque part, les locataires sont deux fois perdants. Ils ont déjà payé une première fois, puisque ce sont leurs impôts, leurs contributions qui vont aider les propriétaires à rénover leur logement, et puis ils vont payer une seconde fois en voyant leur loyer augmenter. Le plan bruxellois Air Climat et les plans européens, c'est un peu chou vert et vert chou. On est sur la même longueur d'onde. En fait, il faut quand même savoir que toutes les ambitions actuelles à l'échelle de la Belgique et de Bruxelles découlent directement de ce qui se discute et de ce qui se décide au niveau européen. Et donc, on n'en a pas toujours conscience, mais quand on regarde ce qui est en négociation depuis plusieurs mois et puis ce qui est en train de se décider dans toutes les directives européennes qui sont en révision autour de l'énergie, c'est exactement dans cette lignée-là qu'on travaille à Bruxelles. Chaque État membre maintenant a 1 an pour rendre une espèce de plan dans lequel il va expliquer à l'Europe comment elle va traduire les ambitions européennes à l'échelle nationale. Et c'est tout à fait ce que fait le plan Air, Énergie, Climat pour Bruxelles, qui est un plan ambitieux, qui vraiment propose un grand nombre de mesures sur divers secteurs. Mais il faut garder en tête que dans le contexte bruxellois, plus de la moitié des gaz à émissions, des gaz à effet de serre sont liés au bâti. Et dans ce bâti, la grosse partie, c'est du logement. Donc c'est vraiment sur le logement que l'action prend principalement place à Bruxelles. Oui, c'est au niveau européen aussi, Marc Botenga. 40% des émissions de CO2 en Europe proviennent
des habitations, des logements, des immeubles. Donc, si on veut réussir le plan climat, le plan vert, il faut absolument s'attaquer à la décarbonation des immeubles. Oui, mais on est d'accord sur la décarbonation. Ça, la question d'avoir des bâtiments qui sont moins énergivores, je pense que ça fait très largement consensus. Ce n'est pas la question. Le problème, c'est évidemment qui va payer. Ça, c'est la vraie question. Parce qu'on peut utiliser une directive européenne, une loi européenne, pour soit dire « Ah bah oui, on va accepter cette directive et on va faire payer les gens ». En partie. Et le système des primes, en fait, fait ça. Et on le voit aujourd'hui, les primes sont plus demandées par des gens qui habitent dans des quartiers aisés que par des gens qui ont plus de difficultés financières. Pourquoi? Parce qu'il faut couvrir une partie. Ça peut être plusieurs milliers d'euros. Si on doit soi-même mettre sur table plusieurs milliers d'euros, c'est pour plein de gens à Bruxelles, c'est tout simplement pas faisable. Donc si on n'a pas ce switch public, si on ne dit pas on prend ça, le financement et le plan en main publiquement, avec les primes actuelles, on ne va pas y arriver, c'est tout. Et donc on va commencer, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une partie, on va commencer avec les gens qui ont le plus d'argent déjà aujourd'hui, les autres vont rester à l'écart, vont perdre, vont rester dans des maisons énergivores et donc avec une facture énergétique, parce que là l'Europe a aussi refusé de bloquer les prix, quand il fallait bloquer les prix, ah non, ça on pouvait pas, ça a pris 1 an de discussion et encore. Et donc, je trouve que c'est vraiment important de voir, d'une part, l'ambition de dire on veut des maisons moins énergivores, ok, top, bien, mais comment est-ce que ça sera financé? Est-ce qu'on va mettre sur pied cette banque publique? Est-ce qu'on va prendre, comme le permet la directive, comme le permet la directive européenne, financer 100% publiquement ces rénovations? Est-ce que le gouvernement bruxellois, est-ce que le gouvernement wallon, etc., sont prêts à aussi lire cette partie de la directive, ou est-ce qu'on va la lire de manière comme on aime bien? Cette partie-là, on ne va pas trop la lire, on ne va pas trop toucher. Martin Rosenfeld, d'accord, les primes ne sont pas suffisantes dans l'état actuel pour les petits propriétaires. Et est-ce que ce plan climat à Bruxelles rencontre l'adhésion des citoyens? Alors, en fait, je pense qu'un premier problème, c'est que ce plan énergie-climat, et puis surtout ce qui est prévu derrière, reste très largement ignoré des Bruxellois. Donc il y a des décisions vraiment essentielles qui sont en train de se prendre aujourd'hui, qui vont impacter tous les Bruxellois sur les 25 prochaines années, puisqu'en fait, on se fixe des objectifs pour 2050, mais avec une série d'échéances parfois beaucoup plus proches. Les premières, c'est dès 2025, un PEB généralisé pour tous les bâtiments bruxellois, et puis progressivement, une série de mesures contraignantes. Et donc aujourd'hui, on est un peu dans la carotte. On propose notamment des primes qui sont relativement avantageuses pour ceux qui sont effectivement capables d'investir l'argent initial avant de récupérer ces primes. Mais on va ensuite basculer dans un système répressif où il y aura des amendes, des obligations pour ces bâtiments de se conformer à des exigences beaucoup plus fortes en termes d'énergie et d'économie d'énergie. Et donc là, c'est vraiment essentiel de parvenir à avoir une forme d'adhésion de la population. Ça peut prendre plein de formes différentes, mais il faut vraiment aller chercher le citoyen, c'est-à-dire commencer par communiquer, expliquer, ramener les personnes autour de ces ambitions liées au climat, et puis avoir, je pense, beaucoup plus de ressources à l'échelle d'un quartier, de personnes qui vont vraiment faire le pas d'aller chez les personnes, d'expliquer, d'aider aussi simplement à monter des dossiers de primes. C'est parfois extrêmement compliqué, même si cet argent est disponible, de pouvoir l'obtenir et savoir ce qui est possible. Donc là, il y a vraiment un gros effort qui reste nécessaire si on veut que ce plan puisse fonctionner. Oui, au niveau européen comme au niveau bruxellois, plus ou moins, c'est 2028, toutes les nouvelles habitations devront être à émission nulle, et d'ici 2033, il faudra effectivement rénover les habitations anciennes. Alors, on va écouter maintenant François-Xavier Bellamy, qui est député européen. Il est membre des Républicains en France, donc la droite, et lui, il est tout à fait opposé à ce plan de décarbonation des bâtiments qui va être payé, selon lui, par les citoyens. On l'écoute, c'était en séance plénière il y a quelques jours. Ce texte impose de faire des travaux majeurs de rénovation thermique sur 40 millions de bâtiments en Europe d'ici 2033. 40% de tout le parc immobilier en Europe en moins de 10 ans. Pour cela, la Commission promet 150 milliards de budget européen. Mais d'après ses propres calculs, le coût sera de 275 milliards par an. Par an, chers collègues. Et ce coût, que ce soit avec de l'argent public ou privé, à la fin, nous savons bien qui le paiera. Les gens ordinaires, ceux qui travaillent, qui contribuent, qui épargnent toute une vie pour acheter le lieu où ils vivent et qui vont se voir imposer des travaux dont les prix exploseront du fait de la demande brutale que ces nouvelles normes vont provoquer. Et tout cela pourquoi?
Pourquoi ? Oui, chers collègues, nous voulons tous baisser les émissions de carbone, mais toutes les données disponibles montrent l'aberration d'une politique de rénovation indifférenciée des bâtiments. Aux États-Unis, le retour d'expériences de campagnes massives montre que les économies d'énergie sont 3 fois moindres qu'espérées pour des coûts 2 fois plus importants que prévu. Et nous comprenons malheureusement pourquoi de grands intérêts industriels soutiennent ce projet, évidemment. Mais derrière cette situation, il y a en réalité une crise majeure, une crise sociale et politique aussi que ce texte pourrait entraîner. La seule vraie solution pour décarboner, c'est de passer du fioul, du gaz qui chauffe nos logements, à l'électricité et d'utiliser toutes les sources décarbonées pour en produire beaucoup plus. Mais comme par hasard, ceux qui veulent réglementer la vie des Européens jusque dans leur espace privé sont aussi généralement ceux qui combattent, par exemple, l'énergie nucléaire. Voilà, c'était François-Xavier Bellamy. Marc Botenga, finalement, la droite a des préoccupations sociales, on vient de l'entendre. M. Bellamy est évidemment, ne s'est jamais de sa vie, je pense, soucié de la vie et des réalités d'un travailleur. Je ne suis même pas sûr qu'il la comprenne. Et ce qu'on voit très bien, c'est qu'en fait, quand il y a des dépenses à faire, lui, qu'est-ce qu'il dit ? Forcément, quand il y a des dépenses, si on les fait, il n'y a qu'un choix, c'est d'aller chercher l'argent chez les travailleurs. Pourquoi ? Parce que M. Bellamy, comme toute la droite, veut protéger les millionnaires, les milliardaires et les multinationales. Il n'envisage même pas d'aller taxer les multinationales, les milliardaires. Et écoutez bien ce qu'il dit. Il dit l'alternative, c'est le nucléaire. Mais vous savez, en Belgique, pendant la crise d'électricité, qui a fait les surprofits ? Qui s'est empoché ? Qui a empoché tous ces profits, tandis que nous, on payait des factures chères ? C'était Engie. Engie qui gère le parc nucléaire. Donc, en gros, M. Bellamy fait semblant de s'inquiéter pour les travailleurs, pour les gens, mais pour mieux défendre le lobby du nucléaire qui, lui, faisait des surprofits et qui, lui, a profité de la crise énergétique. Donc, c'est évidemment un discours démagogique. Pourquoi ? Pour protéger les multinationales. Parce que si nous, on veut vraiment dire, nous voulons aider les gens qui habitent aujourd'hui dans des passoires énergétiques, alors nous devons dire, prenons ça en main publiquement, finançons ça entièrement, et donnons de cette manière-là deux gains aux gens. D'abord, ce n'est pas à eux de payer la rénovation. Et deuxièmement, ils vivront dans une maison où les dépenses, où la consommation en énergie sera moins. M. Bellamy, en fait, roule juste pour un autre lobby. Mais c'est vrai que, d'une certaine manière, il y a deux manières de faire baisser les factures des citoyens. Soit on isole les bâtiments, soit on fait en sorte que l'énergie coûte moins cher. Et là, vous êtes d'accord ? Mais pourquoi faudrait-il choisir ? Évidemment que je suis d'accord. Mais pourquoi faudrait-il faire l'un ou l'autre ? Vous savez, pendant la crise énergétique, nous, on s'est battus pendant 1 an pour faire bloquer les prix. Pour dire il faut bloquer les prix et il faut taxer les surprofits de Engie Electrabel, notamment dans le nucléaire, qui faisait les surprofits. Pendant 1 an, on s'est battu dessus et la droite s'est opposée entièrement à ça. La droite a fait saigner les gens avec des factures, des gens qui vivaient dans la terreur parce qu'ils recevaient chez eux des factures impayables. La droite s'y est opposée et maintenant ils font semblant. Mais non, on sait très bien de quoi il s'agit. Il s'agit pour eux de protéger les profits et pour nous, il s'agit de protéger les travailleurs. Et pour ça, il faut rompre, soyons honnêtes, si on veut des prix bas, il faut rompre avec la logique du marché. Parce que tant qu'on laisse l'électricité, l'énergie dans les mains des quelques multinationales, vous savez, au niveau européen, l'énergie est dans les mains contrôlées grosso modo par 7-8 multinationales de l'énergie, les grosses boîtes, Total, Engie, etc. Il faut rompre avec ce système-là parce que tant que ce sera le marché à définir le prix de l'électricité, c'est les gens qui vont douiller. Mais ça, M. Bellamy, il n'acceptera jamais. Martin Rosenfeld, vous êtes d'accord ? Payer les factures d'énergie, aujourd'hui, c'est devenu un vrai problème pour les citoyens, à Bruxelles comme ailleurs. Non, bien sûr. Et donc à Bruxelles, on est dans une situation extrêmement problématique puisqu'il n'y a plus que 2 fournisseurs d'énergie qui ont donc une espèce de quasi-monopole. Et donc ce sont effectivement des firmes privées qui ont une liberté d'en fixer les prix. Et on a vu ces prix s'envoler. C'est une situation qui est catastrophique pour un grand nombre de personnes. La précarité énergétique à Bruxelles, elle touche 1 personne sur 4. C'est vraiment considérable. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire. Et donc, je pense que c'est important de voir aussi, c'est vraiment des sommes considérables dont on parle ici qui vont devoir être investies dans le bâti, mais on peut le voir comme une forme d'investissement. Investissement parce que on va pouvoir économiser ensuite sur les factures énergétiques et donc c'est un gain pour les personnes qui habitent dans ces logements, mais aussi un investissement pour les pouvoirs publics qui en fait aujourd'hui payent largement ces sociétés d'énergie puisque toute personne qui bénéficie d'un tarif préférentiel, et ils sont beaucoup à Bruxelles, on a un système assez généreux et assez
protecteur à ce niveau-là. Eh bien, en fait, la différence entre le prix du marché et le prix réel payé par la personne, c'est l'État qui vient le combler. Donc, ce sont plusieurs milliards qui, chaque année, sont dépensés directement de l'État vers ces sociétés privées qui vendent l'énergie. Et donc, c'est en fait aujourd'hui déjà extrêmement coûteux. Et donc, plutôt que continuer à donner cet argent à fonds perdus vers ces sociétés privées, investissons-le dans des logements, mais du coup, comme ça a été très bien dit, que ce soit des investissements publics, ce n'est pas aux personnes de supporter l'ensemble de ces coûts. Marc Botenga, l'enjeu, il est aussi géopolitique, c'est une manière de créer une espèce d'indépendance énergétique par rapport à la Russie, mais par rapport à d'autres fournisseurs à l'étranger. Mais la meilleure façon de créer une indépendance énergétique et l'énergie peu chère, c'est d'investir massivement dans le renouvelable. Soyons clairs. Et jusqu'à aujourd'hui, on a laissé ça au marché. Ça veut dire aux entreprises privées qui avaient la liberté, ou qui ont toujours la liberté d'investir dans les énergies qu'elles préfèrent. Qu'est-ce qu'elles préfèrent comme énergie? Celle qui rapporte le plus. Hein? Et donc, encore aujourd'hui, parce qu'on a dit oui, on va se déconnecter du gaz et du pétrole russe. Bon, on a vu qu'évidemment, ça crée une flambée des prix, ou ça accentue une flambée des prix, parce que les prix étaient déjà très élevés avant. Mais pour faire quoi? Entre-temps, on a fait des accords de gaz et de pétrole avec l'Azerbaïdjan, le Qatar, 40% maintenant du gaz naturel liquéfié, beaucoup de gaz de schiste très polluant, nous vient des États-Unis par navire. Comme ça. Donc pour l'environnement, c'est pas bien. Et pour l'autonomie stratégique, le fait que 40% de votre GNL vienne d'un seul pays, c'est pas bon non plus. Donc la meilleure façon, c'est de dire nous investissons nous massivement dans les énergies renouvelables. On le fait publiquement parce que si on le laisse au marché, on l'a vu pendant les dernières 2 décennies, on n'aura jamais assez de renouvelables. Ils vont continuer quand même à investir dans le fossile, tandis que tout le monde est d'accord que ces énergies polluantes devraient rester dans le sol. Dans un monde idéal, d'ailleurs, les experts le disent, au niveau climatique, il n'y a pas de doute. Alors, prenons ça en main. Martin Rosenfeld, au niveau des primes, est-ce qu'il y a des grandes différences entre les régions au sein de la Belgique? La Wallonie vient de présenter un nouveau plan avec des primes qui semblent très alléchantes, peut-être plus alléchantes qu'à Bruxelles. Alors, donc, il y a effectivement des différences. Nous, on est une fédération d'habitants focalisée sur Bruxelles, donc c'est vraiment la situation qu'on connaît bien. Ce qu'il faut se dire, c'est que puisque toutes les directives européennes liées à l'énergie sont en train d'être retravaillées maintenant, eh bien, en fait, chaque région réadapte son système de primes, d'aides, et donc tout ça est en train de bouger. Et donc, on peut avoir à un moment des primes qui sont plus avantageuses à Bruxelles, et puis plus en Wallonie, la Flandre qui prend une longueur d'avance et puis qui est rattrapée. Honnêtement, il faudra voir comment toutes les choses vont se stabiliser dans les 2-3 années à venir, puisque tout ça est en train d'être revu, repensé. Un élément fort qui a été posé à Bruxelles, c'est le fait de dire qu'on va vers une société totalement décarbonée, donc ne plus utiliser d'énergie fossile pour se chauffer. Et donc, la conséquence directe de ça, c'est l'arrêt total des primes liées au gaz. Et donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui peut sembler un message un peu contradictoire, c'est que jusqu'il y a très peu de temps, on nous disait que finalement, la meilleure manière de se chauffer dans un contexte comme celui de Bruxelles, qui est une ville très dense, etc., ce sont les chaudières à condensation au gaz. Et puis aujourd'hui, puisqu'il y a cette volonté de sortir des énergies carbone, ce qui est proposé, ce sont les pompes à chaleur, mais qui sont que tout le monde ne peut pas se payer. Alors c'est déjà extrêmement cher, c'est une technologie qui n'est pas très bien adaptée à un contexte très dense comme une ville, donc c'est beaucoup mieux si on a un grand jardin et qu'on peut jouer sur la différence de chaleur extérieure, etc. Donc on a quand même des vraies questions aussi, même sur la faisabilité du plan Air, Énergie, Climat tel qu'il est proposé aujourd'hui en région bruxelloise. Marc Botenga, il faudra rénover le Parlement européen aussi. J'ai vu que le PEB était G++, je crois. Après, pour les bâtiments publics, effectivement, il y aura des obligations aussi. Mais je veux revenir sur la question des primes. Il faut être clair que le système des primes aujourd'hui ne va pas permettre d'arriver aux objectifs et va être socialement un désastre, une débâcle totale. Parce que vraiment, pour les gens, les travailleurs à Bruxelles qui habitent, et la grande majorité qui habitent dans des maisons qui sont très énergivores, ça ne va pas permettre de rénover sans coût, sans frais leur maison. Et il faut vraiment insister que ce sera un désastre de ce point de vue-là, social, mais aussi environnemental. Et donc, si on ne change pas d'approche, si on ne le prend pas en main publiquement, on va vraiment vers le désastre avec les meilleures intentions, sauver le climat, etc. Mais il faut se rendre compte,
Et ça, c'est quelque chose qui, au niveau bruxellois, wallon, flamand, donc au niveau belge, globalement, les partis traditionnels refusent de le comprendre. Martin Rosenfeld, il y aura des exemptions pour certains bâtiments classés. L'atomium, par exemple, ne devra pas répondre à toutes les normes énergétiques. Alors effectivement, tous les bâtiments qui ont une valeur patrimoniale, ou même ceux en fait pour lesquels une rénovation est impossible au niveau technique, seront exemptés. Mais là, on a encore beaucoup d'interrogations sur les formes que ça va prendre. En fait, le plan énergie-air-climat tel qu'il est défini aujourd'hui, c'est un plan, donc une espèce de ligne de raison vers laquelle on veut aller, mais ce n'est pas encore un plan réglementaire. Et donc, il y a une série de choses qui sont encore en négociation. Le plan n'est pas finalisé et on va voir aussi surtout comment ça va être adapté ensuite dans le droit bruxellois. Mais effectivement, les bâtiments patrimoniaux seront exemptés. À côté de vous, Marc Bottenga, 2 enveloppes avec une bonne question, une mauvaise question. Vous choisissez laquelle? Moi, je choisis toujours la mauvaise. Toujours la mauvaise? Oh, bah oui. En plus, la mauvaise, sinon il n'y a pas de fun. Et vous la lisez à haute voix et sans crainte. Est-ce pour voir la Tour Eiffel que vous êtes allé à Paris la semaine dernière? Non, ce n'est pas pour, pour voir la Tour Eiffel. J'ai été à Paris, pourquoi? Pour soutenir les manifestants qui s'opposent à la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Donc vous savez que la majorité des Français est absolument contre les plans du gouvernement. Tellement que même Macron n'a pas osé passer par le Parlement, donc il n'a pas osé organiser un vote au Parlement parce qu'il avait peur de le perdre, tellement la pression est forte de la rue, des syndicats, des travailleurs français. Pourquoi? Parce que Macron fait ce que d'autres pays sont en train de faire aussi, c'est-à-dire détruire le système des pensions publiques pour les Français. Et les syndicats, les travailleurs français, ça fait des semaines, des mois qu'ils sont dans la rue, qu'ils se mobilisent. Ce sont des manifestations inédites, selon vous, absolument en France, historiques, absolument historiques. Et je trouve que c'est fort, parce qu'on sait très bien que si les Français, c'est pour ça aussi que j'y vais, comme il y a une coordination européenne, une attaque coordonnée contre nos pensions au niveau européen, nous, on y va aussi pour dire avec nos camarades français, on va changer le rapport de force. Et si aujourd'hui, ils arrivent à faire reculer Macron, demain, ça va nous renforcer dans la lutte contre le gouvernement belge et sa réforme des pensions. Donc c'est extrêmement important de porter cette lutte ensemble et on voit qu'en Europe, les travailleurs commencent à se lever. Vous savez, lundi, il y a une grève générale des transports en Allemagne, donc, le pays paralysé, les trains, les avions, etc. Et donc on voit que les travailleurs partout en Europe commencent à se dire ces inégalités, le fait qu'on ne soit pas payé décemment, le fait qu'on n'ait pas une garantie d'une pension ou un contrat à l'avenir, on ne l'accepte plus. On voit qu'il y a des super profits qui sont faits par les grandes entreprises. On veut qu'elles soient taxées et on veut que nous, on ait des salaires décents. Marc Bottenga, Martin Rosenfeld, merci de vous être arrêtés à la Station Europe. Merci à Pascal Simard et à toute l'équipe ici au Parlement européen d'avoir réalisé cette émission. Et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Station Europe.